que le e-learning, finalement, c'est l'utilisation des outils électroniques, donc l'ordinateur entre autres, hein, l'outil par excellence, le summum de tous les outils pour favoriser l'apprentissage. Ben voilà, c'est l'utilisation d'un outil quelconque, habituellement le web, mais ça peut aussi, en fait, tout dépend des catégories. L'enseignement à distance, comme il est mis également entre parenthèses, implique alors parfois des situations comme on vit ici. On a deux qualificatifs, deux sens que l'on donne au mot hybride. Alors, on a une version hybride de l'enseignement à distance qui implique un présentiel dans un lieu donné et des classes dans d'autres lieux qui sont également en présentiel. Donc, voilà une première forme. Sinon, ben, plus récemment, on est dans une logique de formation en ligne, ou alors il y a également une version hybride de ce type de formation où les gens sont pour l'essentiel dans une situation asynchrone, où ils font la formation à leur rythme, selon leur propre agenda, et aussi à l'occasion se retrouvent dans une situation ou dans des situations synchrones, où l'enseignant, le tuteur les accompagne en direct, et pas seulement individuellement cette fois-là, mais comme groupe. Mais depuis plusieurs années, on met l'accent sur l'importance des pédagogies actives qui impliquent fortement les étudiants, donc qui favorisent chez eux le développement des compétences ciblées dans la formation, c'est-à-dire ne pas défaire ou désavantager par rapport à des situations présentielles qui donnaient déjà des résultats probants. Le plus grand avantage pour nous, c'est de rejoindre des gens, des personnes qui, à défaut, ne pourraient même pas suivre les formations que l'on propose. Le deuxième enjeu, c'est la conciliation travail-famille. On est souvent dans des programmes de formation continue, aussi dans le côté avoir un effet neutre quant à l'avantage ou aux avantages des pédagogies actives que l'on avait déjà mises en place. L'enjeu pour nous au départ, c'est la capacité justement de favoriser le développement de compétences en ligne ou à distance. On peut difficilement faire l'acquisition qu'en lisant des ouvrages, en référant des textes, en faisant seul des choses, d'autant que ça peut mobiliser des connaissances liées à des situations assez complexes et qui impliquent plusieurs personnes, par exemple la gestion de classe. Là, notre choix très rapidement d'aller vers des formations en ligne qui impliquaient des situations synchrones, puisqu'on ne pouvait faire l'économie de la validation et voire de la mise en place de plusieurs occurrences de ce type d'apprentissage qui permettait de valider si effectivement les gens collaboraient, effectivement, étaient capables de travailler dans une perspective qui mobilisait leurs compétences et démonstration de cette capacité face à nous, face à leurs pairs et face à eux-mêmes. Donc ça, c'était un souci au départ et encore une fois, grâce à la capacité que certains outils nous permettent d'avoir, de faire des apprentissages en synchrone, on croit qu'on y est arrivé assez bien. Les professeurs se sont toujours méfiés de tout obstacle entre eux et leurs étudiants et je crois qu'ils ont longuement résisté l'apprentissage en ligne en mode asynchrone. Mais ce que nous constatons, c'est que avec les nouvelles technologies, donc si on reprend l'étudiant et le professeur, comme ce que nous faisons aujourd'hui, nous sommes en discussion dynamique, hein? Alors nous recréons finalement la salle de classe traditionnelle où il y a cette zone de conversation, d'échange interactif, spontané, immédiat. Donc à ce moment-là, c'est une technologie qui rappelle aux membres du corps professoral cette face-à-face physique qu'ils connaissaient auparavant, et donc c'est une virtualisation de cette même relation. Et c'est ce qui fait que maintenant, je suis convaincu que avec les outils tels que nous utilisons aujourd'hui, ça va faire déboucher l'utilisation de la technologie parmi les professeurs d'université, parce que cela nous permet de faire ce qu'ils faisaient avant et depuis 700 ans à peu près, et qu'ils font très bien. L'évaluation, pour moi, ce n'est pas un enjeu lié aux technologies. Pour moi, c'est la question de qu'est-ce qu'on évalue essentiellement. Et il faut changer de paradigme. Ça simplifie énormément les choses. Ça soulève en tout cas toutes les questions qu'on parfois on évite de se poser quand on évalue en présentiel, puisqu'on contrôle l'espace beaucoup mieux et avec des façons de faire bien établies maintenant, alors que tout cela se fragilise dans un espace de... On sait que le jeu motive les gens. On sait ça depuis, mon Dieu, que le monde est monde. Les mômes ne font que jouer. Et même les adultes adorent jouer. Dans les entreprises, parfois, on va faire des jeux justement pour stimuler les troupes, pour un peu amener de l'ambiance. Et alors, donc finalement, serious gaming ou le jeu sérieux, ce n'est pas autre chose
que le jeu éducatif, c'est-à-dire le jeu à but éducatif, des jeux qui visent la formation. Finalement, je pense qu'il n'y a pas un domaine qui n'est pas touché par le serious gaming. Vous savez, la clé de tout processus éducatif, c'est la motivation. Si le jeune est motivé, à ce moment-là, il va vouloir continuer ses activités. Et l'utilisation donc de ces technologies-là crée beaucoup d'adhésion sur le plan émotionnel, autant chez les garçons que chez les filles. C'est ce que nous avons remarqué. Lorsque les jeunes cheminent à travers le jeu, tout bout de champ, ils arrivent et doivent répondre à une question. Et la question, c'est un genre de question d'examen qui relève des questions de sciences et de technologies. Et souvent, ce sont des applications. C'est pas des questions théoriques, mais plutôt devant telle situation. On essaie de les mettre dans la situation, dans le jeu, pour les amener à appliquer soit une formule mathématique, soit qu'ils se rappellent un concept clé qu'ils ont vu en classe. Alors, c'est de cette façon-là que l'évaluation à un certain niveau se fait. Leur cheminement à travers le jeu et le progrès qu'ils font, leur rapidité de parcours, ce sont tous des éléments nous permettant de faire des mesures. L'important dans la formation à distance, c'est la présence. Quand je le réfléchis en présentiel, je le fais essentiellement en pensant aux heures contact prof-élève ou étudiants que je vais vivre avec eux pendant la durée d'un trimestre. Alors que dans le contexte de la préparation d'un cours en ligne, on a dû planifier non seulement ce temps contact occasionnel, mais aussi tous les autres moments d'apprentissage qu'on peut regrouper sous le grand thème. Exactement comme si, en fait, je les avais devant moi, mais sachant que je devrais les guider avec une main invisible. Les gens sont beaucoup moins autonomes qu'on pourrait en faire l'hypothèse. Donc, ça a pris beaucoup plus de temps pour le prof de planifier tout cela. Et pour les étudiants, ils en redemandent, ils ont besoin de cela. Alors, la gestion du temps de travail, c'est le plus grand enjeu. On doit très tôt s'en soucier. Ils y investissent plus de temps en ligne. Plus important, je dirais pour le moment, en termes de chiffres, peut-être l'équivalent d'un tiers. Encore une fois, faut-il le réfléchir dans une perspective de pédagogie active et non seulement dans la perspective d'amener du neuf. Dans un espace de formation en ligne, on n'a pas cette relation à l'apprenant qui est de façon hebdomadaire mise à jour ou revisitée ou revisitable. Et on a plutôt une situation où on doit planifier l'ensemble du parcours et le livrer. Au départ, nous, on a un peu naïvement s'est mis en tête que le gros avantage, c'était l'individualisation du parcours de formation. Chacun retrouvant alors son espace, sa liberté, etc. Et puis, on s'est rendu compte avec le temps que les gens avaient un esprit plus grégaire qu'on l'aurait imaginé. Où les gens ont demandé davantage de présence ou de séances synchrone. Il y a un équilibre dont on ne connaît pas la recette encore, mais on est en train, comme peu des apprentis sorciers, de chercher à trouver le dosage idéal, si l'on veut, de sorte que pour le moment, on prévoit donc, quand on planifie un cours, y mettre l'équivalent d'un tiers du temps synchrone et 2 tiers du temps planifié où les gens sont seuls. Dans un contexte où les visages sont importants, on veut référer aux gens et voir à qui on parle, etc. Donc cette dimension sociale, elle est certainement semble-t-il, d'après notre expérience, importante pour ceux qui apprennent et jusqu'à un certain point aussi pour les enseignants ou tuteurs qui les accompagnent dans ce processus. Nous, ce que nous faisions, c'était complètement en ligne tout le temps, mais c'était en partie synchrone et en partie asynchrone. Alors, il n'y avait pas de mots. Donc, j'ai pensé à cela et j'ai sorti le mot « blended online learning » parce que c'est blended dans le sens qu'il y a un mélange de synchrone et d'asynchrone. C'est online parce que tout l'environnement est 100% en ligne et donc d'où l'éclosion du concept « blended online learning » et qui fait son petit bonhomme de chemin. Je crois que les cours en présentiel sont toujours pertinents pour les gens qui pourront se déplacer physiquement pour rencontrer des gens dans une salle de classe. Je crois par contre qu'on connaîtra surtout des versions hybrides de tous ces modèles éventuellement à distance où je ne vois personne et je reçois tout le matériel par la poste ou complètement en présentiel. On revoit complètement maintenant l'idée de dire qu'on va mobiliser pendant 45 heures des étudiants à raison de 3 heures par semaine fois 15 semaines ici dans une classe à l'université. Ce n'est plus viable et c'est plutôt dans une vision du futur
bien que je ne sais plus prédire le futur depuis plusieurs années maintenant. Les choses changent trop rapidement, mais certainement où les modalités uniques de formation devraient être de moins en moins dominantes. Je crois que ce qui est important, c'est que nous arrivons à un point où nous pouvons enfin envisager des programmes réellement à l'échelle internationale. L'apprentissage en ligne va toujours demeurer un moyen. C'est un moyen, mais c'est un moyen puissant, parce que la finalité, c'est l'apprentissage. Hein? Alors, c'est le côté technologique, et c'est mon domaine, donc c'est de trouver des solutions. Hein? Nous sommes un peu comme des ingénieurs de l'éducation. Nous bâtissons, nous créons des structures, nous théorisons afin de créer ces structures-là qui vont permettre aux êtres humains d'améliorer leur sort dans la vie, d'apprendre, résoudre des problèmes. Et donc, la finalité est toujours cela, c'est l'épanouissement humain. Mais cela dépend toujours des moyens. Et l'apprentissage en ligne, je n'ai pas le moindre doute, va devenir un moyen extrêmement puissant au fur et à mesure que nos outils s'améliorent. Ça va rendre notre potentiel, notre possibilité d'intervenir et d'éduquer encore plus grand.